un grand nombre de fermes qui ont été enquêtées au niveau national et qui ont été sélectionnées par l'ensemble des partenaires que Natacha a présentés sur la base de critères communs. Donc il fallait que ces fermes soient des fermes professionnelles, donc qui commercialisent bien leur production. Il fallait évidemment qu'elles aient une comptabilité disponible et exploitable pour analyser les données. Il fallait également que 2 tiers minimum de leur chiffre d'affaires soient issus de l'activité de maraîchage, avec un hectare et demi maximum dédié au maraîchage et une grande diversité cultivée, ainsi qu'une commercialisation majoritairement en circuit court. Vous verrez avec la présentation des résultats qui va suivre que malgré ces critères communs, on a une grande variabilité dans les différents modèles, que ce soit en termes de main-d'œuvre, de surface, de commercialisation, de matériel et bien sûr de résultats économiques. Donc le groupe de fermes enquêtées, il y a 42 fermes qui ont été suivies, vous pouvez les voir représentées sur la carte, donc 42 fermes suivies sur 2 ans, et parmi celles-ci, 26 fermes ont été suivies une année supplémentaire. Donc vous pouvez voir qu'elles prennent place dans des environnements qui peuvent être très contrastés, des environnements naturels mais aussi socio-économiques, avec l'accès à des canaux de commercialisation qui peuvent être très variables. Et donc je vais vous présenter les résultats après avoir fait quelques rappels, quelques précautions à prendre sur le plan méthodologique. Donc ça a été dit en introduction, mais cet échantillon de 42 fermes ne prétend pas à représenter la diversité des micro-fermes maraîchères en France, bien sûr. On a aussi sur certaines fermes un manque d'ancienneté, avec des installations minimum de 2 à 3 ans, parfois beaucoup plus, bien sûr, mais qui suffisent pas à ces fermes pour fournir des données, elles n'ont pas toutes atteint un rythme de croisière, on va dire. L'ensemble des données qui vont être présentées par la suite, elles s'attachent à l'activité de maraîchage en fait, et donc tous les autres ateliers de production présents sur ces fermes ne sont pas intégrés. Donc en termes de temps de travail, de surface, on parle vraiment de l'atelier maraîchage. Ce sont des données déclaratives, donc issues d'enquêtes, avec forcément des biais parfois sur certaines données. On sait qu'il y a notamment sur le temps de travail c'est un point où il peut y avoir beaucoup de subjectivité, et donc le grand nombre d'enquêteurs des différents réseaux peut induire aussi un certain biais. Et l'interprétation des résultats est encore en cours, puisque le projet dure jusque l'année prochaine. Donc il y aura d'autres résultats à venir. Donc après cette introduction, on y va. Donc les profils des maraîchers, donc on est essentiellement sur des profils non issus du milieu agricole, avec donc 2 tiers des porteurs de projets qui n'ont pas d'origine agricole familiale. Très peu d'expérience avant l'installation aussi, souvent inférieure, pour 3/4 d'entre eux, inférieur à 1 an, voire sans expérience à l'installation. Et alors des niveaux de diplôme assez variables, mais globalement on est aussi sur une population relativement diplômée. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on a aussi une ancienneté de ces structures très variables. Entre les installations les plus récentes ont lieu il y a 3 ans avant l'enquête, et les plus anciennes fermes avaient 35 ans derrière eux. Et des âges à l'installation là aussi très variables. Donc on a des profils d'installation après une reconversion professionnelle, et d'autres pour qui ça représente une première activité professionnelle. Ici, juste rapidement, il leur a été demandé au cours de l'enquête quelles étaient leurs attentes à l'installation. Et donc on peut voir que quelque chose qui ressort beaucoup, en fait, c'est la nécessité d'atteindre un certain équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Donc en fait, ça correspond à des projets qui mixent activité professionnelle et épanouissement personnel, on va dire, avec beaucoup d'occurrences aussi sur le sens du travail, sur la cohérence avec des valeurs. Et alors bien sûr la nécessité de vivre de son métier, d'atteindre un revenu correct tout en minimisant l'impact environnemental. Donc là le sens des figures que je vais vous projeter les prochaines diapos, c'est de vous montrer la variabilité, l'hétérogénéité des modèles.
Donc classiquement, des graphiques comme ça, je vais vous en montrer plusieurs. Chaque barre représente une ferme. Et là, on a les surfaces cultivées, donc à la fois en plein champ et sous abri. Donc on a la plus petite ferme sur 2500 mètres carrés, la plus grande sur 1,4 hectare, avec des proportions de surface sous abri là aussi très variables, hein, entre 1% de la surface en maraîchage et 60%, avec une moyenne autour de 16%. Et une utilisation de ces surfaces en termes d'intensification, là aussi très variable, hein, avec un nombre moyen de cycles de culture proche de 1, et qui peut aller à jusqu'à 2 cycles et demi de culture par unité de surface. Même chose sur donc ici c'est le temps de travail, en revanche, donc c'est le volume horaire annuel, avec un maximum à 7500 heures par an, tout à gauche, et un minimum à peu près 1500 heures pour la ferme la plus à droite. Les différentes couleurs représentent les types de main-d'œuvre aussi. Donc en vert, on a la main-d'œuvre exploitant, et les autres couleurs représentent donc la main-d'œuvre salariée, les bénévoles ou l'aide familiale. Donc on voit d'une part la variabilité, la grande variabilité en termes de volume horaire consacré au maraîchage, et puis aussi en termes d'appel à de la main-d'œuvre extérieure. Là aussi, c'est très, très variable. Il y a des fermes, des porteurs de projets qui sont complètement autonomes, on va dire, et d'autres qui font appel à de la main-d'œuvre. 40% des fermes font appel de manière très variable, là aussi, à des salariés pour des volumes horaires très variables. Et quelque chose d'intéressant aussi, la petite barre rouge représente la part du temps de travail annuel qui est alloué à la commercialisation. Donc là aussi, très variable, de 5% à 43% du temps total qui est passé et consacré à la commercialisation. Sur les résultats économiques, maintenant, donc ici en bleu, on a le chiffre d'affaires sur une année, et en jaune les charges. Donc toujours cette même variabilité, hein, on a les plus petits chiffres d'affaires sont autour de 16-17 000 euros, et on frôle les 80 000 euros pour la ferme qui est la plus à gauche, et des niveaux de charges, donc là aussi très variables. Et donc ce qui va être intéressant de regarder, vous me voyez venir, c'est l'écart finalement entre les deux. Et j'attire votre attention aussi sur les traits en rouge qui là représentent la part des annuités de remboursement dans l'excédent brut d'exploitation, qui traduit quelque part le poids de l'endettement dans le résultat. On peut voir là aussi qu'il est très variable, hein, on a beaucoup de fermes qui sont à zéro, qui n'ont pas d'annuité à rembourser, mais ça peut atteindre des niveaux assez importants. Donc, on se rend compte que c'est les annuités qui vont plomber le résultat et finalement le revenu disponible que pourra se verser l'agriculteur. Et ici, donc c'est juste pour vous montrer, donc ici c'est les mêmes données sur une année, et ça c'est sur l'année suivante. C'était simplement pour faire figurer la variabilité qu'il peut y avoir, la variabilité là interannuelle entre deux exercices comptables. Il y a des fermes qui ont des résultats assez stables, et puis d'autres pour qui ça peut varier beaucoup d'une année sur l'autre. Donc j'évoquais le revenu disponible, même type de figure. Ici, je vous invite plutôt à regarder la petite barre horizontale qui représente la moyenne sur 2 ou 3 ans du revenu disponible que peut se verser le maraîcher ou la maraîchère. Donc très variable, hein, avec pour les cas les plus extrêmes, on va dire donc 55 000 euros de revenus disponibles annuels. À gauche, et à droite, on a des revenus qui peuvent être négatifs. Donc là, on trouve souvent des fermes qui ont peu d'ancienneté, malheureusement, qui peuvent être beaucoup endettées et qui voient leurs revenus disponibles plonger sous la barre du zéro. Et ici, c'est à peu près, donc c'est le revenu disponible cette fois-ci, mais rapporté au temps de travail. Donc au temps de travail de l'exploitant, évidemment. Et cet indicateur, en fait, permet d'approcher, c'est un indicateur assez parlant, donc c'est le revenu disponible que peut se verser le maraîcher à l'heure, et donc on retrouve la même variabilité, des revenus négatifs et un maximum entre 15 et 20 euros de l'heure.
Cet indicateur, il a servi pour mettre au point la typologie que je vais vous présenter à partir de maintenant. Donc effectivement, on a basé une typologie sur cet indicateur, le revenu disponible horaire. On n'est pas parti sur une typologie multicritère qui aurait été beaucoup plus satisfaisante, où en croisant les surfaces, les résultats économiques, le temps de travail, on aurait pu avoir... Mais en fait, il y a eu beaucoup d'essais et la variabilité est telle, les modèles sont tellement différents qu'on n'arrive pas à une typologie qui soit opérationnelle. Donc on arrive avec deux groupes extrêmes et puis le gros des effectifs, on va dire, qui se retrouvent noyés dans la masse. Donc on est parti sur... on a voulu faire une typologie basée sur ce seul critère, donc qui fait assez sens, ou en tout cas qui parle à tout le monde et notamment aux porteurs de projets. Donc on a défini 3 seuils, on a réparti les fermes en fonction de ces 3 seuils. Donc on a le premier groupe, le groupe 1, qui dégage des revenus disponibles horaires inférieurs au RSA. Le groupe 2 qui se situe entre le RSA et le SMIC net. Un groupe 3 qui se dégage des revenus horaires supérieurs au SMIC net. Et un groupe 4 donc supérieur à 1,5 fois le SMIC net. Et donc vous voyez sur le graphique de droite, donc on a les 4 groupes représentés de gauche à droite. Donc à partir de maintenant, c'est surtout ce genre de graphique que je vais vous présenter. Et une première chose qu'on peut voir, ici, donc les traits en rouge, ça représente la variabilité de ce revenu, la variabilité interannuelle. Et donc la première chose qu'on peut voir, c'est que les fermes qui dégagent le plus petit, les plus faibles revenus, sont aussi celles pour qui ce revenu est le plus instable, en fait. Il varie le plus d'année en année. Et inversement pour les fermes des groupes 3 et 4. Et oui, donc ça c'est une autre manière de le présenter, c'est juste pour vous introduire le code couleur qui sera utilisé par la suite. Donc on a le groupe 1 en rouge, le groupe 2 en jaune, le groupe 3 en vert et le groupe 4 en bleu. Alors d'abord les résultats économiques. Ici à gauche le chiffre d'affaires par unité de surface. On voit que on retrouve la boîte à moustaches, donc ça figure la variabilité des résultats. Donc on voit qu'au sein de chaque groupe on peut avoir des résultats très différents. À droite, en revanche, ce sont les charges par unité de surface. On voit qu'il y a un gradient décroissant. Les fermes du groupe 4 ont moins de charges à surface égale, on va dire. Et donc ici, c'est la moyenne du chiffre d'affaires en bleu et des charges en jaune. Et donc on voit que même si les fermes du groupe 4 ont un chiffre d'affaires par unité de surface inférieur, presque égal au groupe 2 et 3. C'est plutôt le niveau de charge qui va leur permettre d'augmenter leur revenu disponible. Un niveau de charge plus faible, évidemment. Sur la question des investissements, sur la question du capital initial, donc le capital à l'installation et le niveau d'emprunt. Donc pareil, on a nos 4 groupes. On voit que le niveau d'emprunt est... donc c'est des moyennes. Le niveau d'emprunt est tiré à la hausse pour les fermes du groupe 1 et relativement faible pour les fermes du groupe 4. Et on voit des capitaux initiaux qui sont relativement proches entre les... Ça montre bien qu'il y a un investissement de départ quand même qui reste important. Et ça, je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport au... Donc c'est en lien avec la question des emprunts que je viens d'évoquer, c'est le poids des annuités dans l'excédent brut d'exploitation. Il est beaucoup plus élevé du coup chez les fermes du groupe 1 que dans les autres groupes. Et donc c'est en lien aussi avec ce que je vais vous présenter maintenant sur la question des investissements. Pour aller un peu plus vite, je vous invite à regarder le graphique de droite. Donc la barre en orange foncé à gauche représente les investissements réalisés à l'installation et la barre un peu plus claire de droite représente les investissements réalisés après l'installation et jusqu'au moment de l'enquête. Et donc il y a un vrai gradient en fait sur les investissements postérieurs à l'installation. Et donc ce qui conduit à se dire que peut-être une des clés de réussite, alors qui n'est pas exclusive bien sûr, mais ce serait de flécher les investissements à l'installation vers du matériel prioritaire typiquement, mais de se garder quand même une capacité d'investissement sur le moyen, sur le long terme,
mais pour garder la possibilité de faire évoluer son système en fait. Et on peut voir que ça peut être assez déterminant quand on regarde le graphique de droite. Sur le temps de travail, donc ici c'est la même donnée que tout à l'heure, c'est le volume horaire annuel. Donc on voit que les fermes du groupe 4, les porteurs de projet du groupe 4 travaillent moins globalement que les autres groupes. Et on voit aussi, donc là c'est la surface cultivée par équivalent temps plein, donc à temps de travail égal, les fermes du groupe 4 cultivent une plus grande surface que les autres groupes. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau de l'efficacité du travail et de l'utilisation du temps de travail, qui questionne le volume horaire qu'on alloue en fait à ces activités, qui peut être mieux maîtrisé chez les fermes du groupe 4, avec une plus grande efficience au travail. Rapidement sur les surfaces, parce que peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des différences au niveau des surfaces entre nos 4 groupes? Et pas tant que ça, en fait, on a une grande variabilité intra-groupe, on va retrouver des toutes petites structures et des structures plus importantes dans chacun des groupes. C'est pas un indicateur qui est déterminant. Au niveau des pratiques culturelles, donc on a demandé aux porteurs de projets s'ils identifiaient leurs pratiques à de l'agriculture de conservation. On voit que la moitié des fermes du groupe 1 ont répondu plutôt oui. Aucune ferme du groupe 4 n'a répondu à l'affirmative. Sur la pratique des associations de culture, donc bon là il n'y a que le groupe 3 qui se dégage, mais on voit que c'est des pratiques qui sont assez partagées par l'ensemble des fermes des 4 groupes. Et il leur a été demandé aussi quels moyens étaient mis en œuvre pour intensifier la production sur petite surface. Donc là, c'est assez partagé aussi, mais on a quelque chose au niveau de la densité de plantation. Les groupes 3 et 4, 100% des fermes des groupes 3 et 4 identifient la densité de plantation comme un moyen, un levier pour intensifier. Et aussi l'utilisation de variétés dites très productives, qui est un peu plus utilisé au niveau des fermes du groupe 4. En revanche, l'utilisation d'hybrides là est assez partagée dans l'ensemble des fermes. Rapidement sur la fertilité des sols, il y a plein de questions qui ont été posées sur les différentes pratiques, mais ce qui permet de discriminer les groupes entre eux, c'est au niveau de la fertilité, donc des apports plus systématiques chez les groupes 3 et 4. Et la pratique aussi du cholage pour les corrections d'acidité. Sur la gestion des adventices, ça va être alors l'utilisation un peu plus importante de paillage plastique et du désherbage thermique chez les fermes du groupe 4, quand les fermes du groupe 1 utilisent plus le paillage organique et les associations de culture pour la gestion des adventices. Et je rappelle que c'est pas exclusif et on a toujours beaucoup de variabilité au sein des groupes et c'est bien sûr pas une carte d'identité que je vous rassure. Et sur la gestion des bioagresseurs, on est sur une gestion plutôt préventive au niveau des fermes du groupe 1 et plutôt curative au niveau des fermes du groupe 4. Sur la commercialisation maintenant, on n'a pas vraiment de différenciation sur des circuits de commercialisation qui seraient prioritaires ou peut-être plus efficaces, en tout cas pas au niveau de nos 4 groupes et pas au niveau de ce panel. En revanche, il y a quelque chose qui ressort assez nettement avec ce graphique. Donc ça, c'est la part du chiffre d'affaires qui est réalisée sur le circuit de vente principal. Et on voit que les fermes du groupe 4, donc celles qui se dégagent un plus haut revenu, leurs ventes sont plus concentrées sur un type de canal, sur les marchés, sur la vente à la ferme par exemple. Donc il y a peut-être un indice de ce côté-là. Oui. Donc c'est la part du chiffre d'affaires qui est réalisée sur le circuit de vente principal, sur un circuit. Mais par exemple, si c'est les marchés, ça peut être sur 2 marchés. Ouais. Rapidement là-dessus, donc il leur a été demandé s'ils avaient réalisé une étude de marché avant l'installation, donc c'est pas très discriminant. En revanche, il leur a été demandé aussi s'ils avaient des difficultés à vendre toute leur production.
On voit que c'est le cas chez les fermes, enfin c'est un peu le cas chez un tiers des fermes du groupe 1. Et la question inverse, c'est est-ce qu'ils avaient des difficultés à produire suffisamment pour répondre à la demande. Donc là, on a l'inverse, les fermes du groupe 3 et 4 semblent un peu plus en difficulté pour produire suffisamment. Et on a constaté quelque chose aussi, j'ai pas de figure à vous montrer, en tout cas pas maintenant, mais les prix de vente sont en moyenne, par espèce commercialisée, un peu plus élevés chez les fermes du groupe 1, en moyenne. Rapidement, et je me rapproche de la fin de la présentation, sur les aspects de mutualisation des activités, on voit que les fermes du groupe 4 et un peu les fermes du groupe 3, elles se rejoignent sur leur propension en fait, à mutualiser certains pans de leur activité, notamment le matériel, notamment les approvisionnements, et notamment la commercialisation via des livraisons groupées, par exemple, en magasins spécialisés. Et ici, on a l'appel à l'inscription dans des réseaux divers d'appui, et les fermes du groupe 4 semblent un peu plus susceptibles de se rapprocher de réseaux donc syndicaux, techniques, pour les soutenir dans leur activité. Je vous présente ici la même carte que je vous ai présentée au début, mais cette fois-ci avec le code couleur de cette typologie que je viens de vous présenter. C'est à titre indicatif. C'est surtout un matériau de discussion, on va dire. Comme j'ai dit, l'échantillon n'est pas représentatif. Et voilà, en tout cas, ça donne une idée de la répartition géographique de nos 4 groupes de fermes. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Merci pour votre attention.